Bon, alors nous allons commencer la séance d'aujourd'hui, qui est la dernière de notre cycle de cette année. Et Yves André, qui est au département de mathématiques de l'école normale, va nous donner son exposé selon le titre « La maïeutique mathématique selon Poincaré et selon Grothendieck ». Merci de l'invitation dans ce séminaire. Donc je vais surtout me baser sur deux textes, l'un de Poincaré et l'autre de Grothendieck. Le premier étant le texte d'une conférence que Poincaré a prononcée en 1908, dont le titre est « L'invention mathématique », conférence qui a été imprimée un peu plus tard dans son ouvrage « Sciences et méthodes », et qui a été prolongée par une très longue glose de Hadamard, dont je ne parlerai pas plus loin. Et par ailleurs, je parlerai donc d'un texte, d'extrait du fameux texte de Grothendieck non publié, Récoltes et Sommailles, et de textes qui datent d'environ 75 ans après le texte de Poincaré. Alors, ce n'est pas exactement l'exposé que je comptais donner. Je comptais faire un exposé un peu plus de synthèse et réflexion critique sur ces deux textes, mais malheureusement, depuis plus d'un mois, je ne fais que voyager, et je suis désolé, je n'ai pas eu le temps d'autre temps que d'amorcer juste cette réflexion critique, donc ça sera surtout une lecture commentée et surtout comparée, et une confrontation entre ces deux visions de la maïeutique mathématique. Alors je précise tout de suite que maïeutique, ce mot n'apparaît ni chez Poincaré, ni chez Grothendieck. Bon, je l'emploie bien sûr au sens socratique, d'art de faire accoucher, mais ici des idées mathématiques, bien sûr, tel que ce mot est employé développé par exemple dans le Théétète de Platon. Et on verra que, ce Poincaré, on peut critiquer l'emploi de ce mot de maïeutique, mais en tout cas chez Grothendieck, c'est explicitement revendiqué. Donc, il s'agit, du point de vue de Grothendieck, sur la naissance des idées mathématiques et l'art de les faire accoucher, et vraiment des domaines de la maïeutique platonicienne. Donc, d'abord, comme on verra, ces deux visions sont la plupart du temps presque antagonistes, c'est-à-dire ce qui fait l'intérêt de la chose, confrontés, sauf en quelques points, ces auteurs se rejoignent. Alors ça commence dès le tout début, on fait l'incipit de ce texte de Poincaré. Donc il va parler de la genèse de l'invention mathématique. C'est très commode. On parlait de Poincaré à gauche et de Grothendieck à droite. Donc, genèse de l'invention mathématique. Et Grothendieck, dans l'incipit de sa lettre qui ouvre les Récoltes de Sommailles, parle de la source profonde de la découverte mathématique. Alors bien sûr, l'invention et source et découverte. Donc chez Poincaré, Genèse fait vraiment penser à un processus, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit juste tout au début de son texte. Donc, il parle de l'intérêt de la genèse de l'invention mathématique pour un psychologue. C'est parce que c'est l'acte dans lequel l'esprit humain semble moins emprunté au monde extérieur, de sorte qu'en étudiant le processus de la pensée géométrique, c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans l'esprit humain que nous pouvons espérer atteindre.
Donc chez Poincaré, il s'agira d'une analyse assez précise de ce processus, assez précise et partiellement autobiographique, comme on verra. Il se prend comme cobaye. Alors que chez Grothendieck, il y a aussi en beaucoup d'endroits une description de processus, beaucoup de descriptions en fait. Mais il s'agit surtout, comme on dit, de sources profondes de recherche des origines en fait. Donc il y a beaucoup de thèmes communs dans ces deux textes, mais sur chacun de ces thèmes, des conceptions franchement différentes, voire antagonistes. Alors parmi ces thèmes communs, il y a ce doublet d'invention-découverte. On verra que Grothendieck parle aussi d'invention, mais de manière en général négative, sauf sur quelques points. Invention-découverte, la maïeutique, bien sûr, donc la question de l'art de faire accoucher les idées mathématiques, donc par ces deux auteurs. Il y a aussi le thème très important chez chacun d'entre eux de l'inconscient, qu'ils conçoivent de manière totalement différente. Il y a le thème, alors qui est le thème sur lequel ils se rejoignent, qui est le thème de l'harmonie. Il y a le thème de la transgression. Et puis il y a d'autres thèmes comme le rythme de la découverte, le tempo de la découverte mathématique, et la question de la facilité, de la difficulté, etc. Alors tous ces thèmes seront, c'est plus ou moins le plan de mon exposé, qui consistera essentiellement à faire une lecture comparée sur chacun de ces thèmes. Alors d'abord, invention. Donc je commence par invention et découverte. Donc Poincaré ne parle pratiquement pas de découverte. Peut-être qu'il emploie une fois le mot, un peu par hasard, mais c'est surtout d'invention. Alors ce mot paraît un peu vieilli. Apparemment à cette époque, invention mathématique était une expression courante. C'est vieilli, mais tout de même, je vous rappelle que l'un de nos journaux les plus fameux s'appelle Inventiones Mathematicae, et non pas découverte. Donc c'est pas tout à fait oublié quand même. Donc je décris peut-être un peu le début de la réflexion de Poincaré en quelques mots. La question initiale est presque provocatrice. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas les mathématiques ? Oui, parce que les règles de la logique sont acceptées par tous les esprits bien faits, et ce sont des principes communs à tous les hommes. Donc, et au-delà, comment l'erreur est-elle possible, même en mathématiques ? Donc c'est ainsi qu'il commence, et la réponse qu'il propose en première approximation, c'est que les mathématiques, telles qu'on peut les lire, sont constituées de très longues séries de syllogismes, qu'on passe d'une conclusion à une autre par des longues séries d'une prémisse à une autre par des longues séries de raisonnements, et qu'il est, pour ne pas se perdre, il faut une mémoire très sûre, et d'autre part une force d'attention prodigieuse. Alors, je ne vais pas peut-être de temps en temps écrire des mots, mais par exemple, mémoire est un mot qui n'apparaît pratiquement jamais chez Grothendieck, à propos de la maïeutique mathématique, alors que attention est quelque chose de commun. Donc, plus spécifiquement, Poincaré dit que aussi la source d'une erreur, c'est que c'est dans ces longues suites de raisonnements, il y a aussi des définitions, des notions qui s'introduisent, et subrepticement, une notion qui pouvait être claire et fraîche dans un souvenir des mathématiciens au travail peut se modifier légèrement au cours de son travail, et on peut employer une notion pour une autre, on la modifie un petit peu, c'est selon lui la source la plus commune d'erreur. Et donc,
a priori, il semblerait que la qualité, l'aptitude requise pour faire des mathématiques, selon Poincaré, au début de sa réflexion, c'est une mémoire très sûre et une force d'attention prodigieuse. Et fait référence aux joueurs d'échecs, et ensuite à Gauss, qui était un calculateur précoce et prodige. Mais c'est aussitôt pour se rétracter en disant qu'il y a des exceptions, ou plutôt, je ne puis pas appeler cela des exceptions, sans quoi les exceptions seraient plus nombreuses que les cas conformes à la règle. C'est Gauss qui est une exception. Et Poincaré avoue, quant à moi, je suis obligé de l'avouer, je suis absolument incapable de faire une addition sans faute. Je serais également un fort mauvais joueur d'échecs. Donc, il dit que sa mémoire n'est pas mauvaise, mais elle serait tout à fait insuffisante pour faire un joueur d'échecs. Et pourquoi donc ne me fait-elle pas défaut dans un raisonnement mathématique difficile, où la plupart des joueurs d'échecs se perdraient? C'est évidemment parce qu'elle est guidée par la marche générale du raisonnement. Et en l'occurrence, une démonstration mathématique n'est pas une simple juxtaposition de syllogismes, ce sont des syllogismes placés dans un certain ordre, et l'ordre dans lequel ces éléments sont placés est beaucoup plus important que ne le sont les éléments eux-mêmes. Si j'ai le sentiment, l'intuition pour ainsi dire, de cet ordre, de façon à apercevoir d'un coup d'œil l'ensemble du raisonnement, je ne dois plus craindre d'oublier l'un des éléments, chacun d'eux viendra se placer de lui-même dans le cadre qui lui est préparé, et sans que j'aie à faire aucun effort de mémoire. Et il me semble alors, dit-il, en répétant un raisonnement appris, que j'aurais pu l'inventer. Ce n'est souvent qu'une illusion, mais même alors, même si je ne suis pas assez fort pour créer par moi-même, je le réinvente moi-même à mesure que je le répète. On conçoit que ce sentiment, cette intuition de l'ordre mathématique qui nous fait deviner des harmonies et des relations cachées ne puisse appartenir à tout le monde. Donc, un petit peu plus loin, il se pose carrément la question, qu'est-ce en effet que l'invention mathématique? Elle ne consiste pas à faire de nouvelles combinaisons avec des êtres mathématiques déjà connus. Je veux dire, elle ne consiste pas seulement. Cela, n'importe qui pourrait le faire. Mais les combinaisons que l'on pourrait former ainsi seraient en nombre infini et le plus grand nombre serait absolument dépourvu d'intérêt. Inventer, cela consiste précisément à ne pas construire les combinaisons inutiles et à construire celles qui sont utiles et qui ne sont qu'une infime minorité. Inventer, c'est discerner, c'est choisir. Alors, comme je disais, chez Grothendieck, la notion d'invention apparaît, mais la plupart du temps, elle est niée, en fait, ou affectée d'une connotation d'artifice. Alors peut-être je vais lire l'incipit de Grothendieck, donc sur la nature du travail créateur. Et qu'il dit sur comme il introduit la maïotique mathématique. Donc, la chose sur laquelle je sentais le besoin de m'exprimer, dit Grothendieck, c'est le sujet de la nature du travail créateur, justement. Je m'étais rendu compte déjà depuis des années que cette nature était généralement ignorée, occultée par des clichés à tout venant et par des répressions et des peurs ancestrales. Cette partie créatrice entre toutes, dont je viens de parler dans le travail de découverte, ne transparaît pratiquement nulle part dans les textes ou discours qui sont censés présenter un tel travail, ou du moins ses fruits les plus tangibles, que ce soit des textes didactiques, des mémoires originaux, etc.
Et il semble qu'il y ait une sorte de conspiration du silence autour de ces inavouables labeurs qui préludent à l'éclosion de toute idée nouvelle, grande ou petite, venant renouveler notre connaissance d'une portion de ce monde en création perpétuelle où nous vivons. Pour tout dire, il semblerait que la répression de la connaissance de cet aspect-là ou de ce stade-là, le plus crucial de tout dans tout travail de découverte, soit à tel point efficace, à tel point intériorisé par ceux-là même qui pourtant connaissent un tel travail de première main, que souvent on jurerait que même ceux-là en ont éradiqué toute trace dans leur souvenir conscient. Un peu comme dans une société puritaine à outrance, une femme aurait éradiqué de son souvenir, en relation à chacun de ses enfants, qu'elle se fait un devoir de moucher et de torcher, le moment de l'étreinte, subi à contre-cœur, qui le fit concevoir, les longs mois de la grossesse, vécus comme une inconvenance, et les longues heures de l'accouchement, endurées comme un peu ragoûtant calvaire, suivi enfin d'une délivrance. Donc on voit que le mot de maïotique est pris au sens littéral. Non. Alors, donc ça, on ne parle pas d'invention, là. Sur l'invention. Alors, il y a énormément de passages où pour nier justement l'invention par opposition à la découverte, il parle par exemple, des choses mathématiques, pratiquement toujours de choses mathématiques, alors que Poincaré emploie l'expression être mathématique, des êtres mathématiques. Il en parle comme des choses vivantes. Ce sont des choses vivantes et présentes. Ce sont là des choses vivantes et présentes, non des inventions qu'on peut faire ou ne pas faire. Des choses étroitement solidaires dans une unité vivante qui est faite de chacune d'elles et qui donne à chacune sa place et son sens, une origine et une fin. Voilà un exemple, mais je peux citer d'autres. Là encore, jamais je n'ai eu l'impression d'inventer, mais toujours de découvrir, ou plutôt d'écouter ce que les choses me disaient quand je me donnais la peine de les écouter, le stylo à la main. Ce qu'elles disaient était d'une précision péremptoire qui ne pouvait tromper. Alors, par exemple, il parle quelquefois d'inventivité, une fois en tout cas, mais ce qui fait la qualité de l'inventivité d'un chercheur, c'est la qualité de son attention à l'écoute de la voix des choses. Car les choses de l'univers ne se lassent jamais de parler d'elles-mêmes et de se révéler à celui qui se soucie d'entendre. Donc, il y a une exception tout de même, où Grothendieck reconnaît au chercheur en son sens le droit d'employer le mot « inventer » et la pertinence de l'invention. C'est lorsqu'il s'agit d'inventer un langage. J'en parlerai peut-être un petit peu après. En tout cas, encore un passage qui toujours sur le même thème. La structure d'une chose n'est nullement une chose que nous puissions inventer. Nous pouvons seulement la mettre à jour, patiemment, humblement, en faire connaissance, la découvrir. Donc maintenant, je voudrais revenir sur le thème principal de la maïotique. Donc revenons à Poincaré. Donc il disait, inventer, c'est discerner, c'est choisir. Et donc la question est de comment on doit faire ce choix. Alors, on commence par dire comment on doit faire ce choix. Les faits mathématiques dignes d'être étudiés, ce sont ceux qui, par leur analogie avec d'autres faits, sont susceptibles de nous conduire à la connaissance d'une loi mathématique, de la même façon que les faits expérimentaux nous conduisent à la connaissance d'une loi physique. Ce sont ceux qui nous révèlent des parentés insoupçonnées entre d'autres faits, connus depuis longtemps,
mais qu'on croyait à tort étrangers les uns aux autres. Et parmi les combinaisons que l'on choisira, les plus fécondes, retenez l'expression de combinaison féconde, sont souvent celles qui sont formées d'éléments empruntés à des domaines très éloignés. Je ne veux pas dire qu'il suffise pour inventer de rapprocher des objets aussi disparates que possible. Mais quelques-unes des bien rares de telles combinaisons sont les plus fécondes de toutes. Inventer, je l'ai dit, c'est choisir. Mais il dit qu'il y a énormément de combinaisons possibles. Ce n'est pas un choix conscient, comme on parle même comme dans une boutique, un acheteur, entre un nombre fini de combinaisons présentes devant les yeux. Et heureusement, pour le chercheur, les combinaisons stériles ne se présenteront même pas à l'esprit de l'inventeur. Donc il s'agit d'un choix parmi des combinaisons a priori non stériles et potentiellement utiles. Donc, après, il rentre un peu dans le vif du sujet, et il est temps de pénétrer, de voir ce qui se passe dans l'âme même du mathématicien. Et pour cela, dit-il, je crois que ce que j'ai mieux à faire, c'est de rappeler des souvenirs personnels. Et il en cite 3. Alors d'abord, il commence par dire qu'il parle pour un public général, donc il va parler de théorèmes, de résultats, de problèmes et de solutions à ces problèmes, et que tout ça importe peu. Ce qui importe, c'est la circonstance. Alors, la première circonstance, le premier exemple, c'est l'invention des fonctions fuchsiennes, celles liées aux fonctions hypergéométriques. Et il insiste sur le fait que le point de départ de sa réflexion, c'était son désir, son effort pour démontrer qu'il n'en existait pas. J'étais alors fort ignorant. Tous les jours, je m'asseyais à ma table de travail, j'y passais 1 heure ou 2, et j'essayais un grand nombre de combinaisons, toujours ces combinaisons. Et je n'arrivais à aucun résultat. Et un soir, l'histoire du café noir, de l'exception, il ne put s'endormir, les idées surgissaient en foule, elles paraissaient se heurter, jusqu'à ce que 2 d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi dire, formassent une combinaison stable. Le matin, j'avais établi l'existence d'une classe de fonctions fuchsiennes, celle qui dérive de la série hypergéométrique. Et je n'eus plus qu'à rédiger les résultats, ce qui ne prit que quelques heures. C'est ce qui est frappant dans les exemples de Poincaré. Vous verrez par opposition à Grothendieck, l'expression des découvertes ne prend que il suffit de coucher par écrit. Alors que chez Grothendieck, il s'agit d'un accouchement, vous verrez des forceps. Deuxième exemple, bon, c'est des exemples pris de presque son extrême jeunesse, tout ça, c'est la première découverte. Bon, lors d'une course géologique, à l'époque il était ingénieur des mines, à Coutances, donc peu après sa découverte des fonctions fuchsiennes, cette histoire célèbre de le pied sur le marchepied de l'autobus, comme chez Proust, sur le pavé de Venise. Et l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Donc cette deuxième découverte, c'est l'identité, la théorie des fonctions fuchsiennes et la transformation de la géométrie non euclidienne. Et je ne fis pas la vérification. Je n'en aurais pas eu le temps, puisque à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée, mais j'eus tout de suite une entière certitude. Et de retour à Caen, je vérifiai le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. Donc, troisième expérience,
il se mit à étudier des... En fait, j'ai peut-être mal compté, il y en a peut-être 4, enfin, il y en a 3 et demi. Il se mit à étudier des questions d'arithmétique sans grand résultat apparent sur les formes quadratiques. Dégoûté de mon insuccès. Toutes ces expressions sont assez étonnantes quand on va voir ce que dit Grothendieck. Le dégoût. J'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur la falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques de formes quadratiques ternaires indéfinies étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne, et donc à celles dont il s'est servi pour construire les fonctions non euclidiennes. Et revenu à Caen, il réfléchit sur ce résultat. Notez résultat, alors qu'il n'a rien à montrer encore. Et j'en tirais les conséquences. Cela lui donne envie de créer une théorie bon, il fait le parallèle avec la théorie elliptique, les fonctions sigma, etc., une fonction θ. Il a envie de créer une théorie des fonctions θ fuchsiennes et de caractériser toutes les fonctions fuchsiennes. Mais tous ces efforts ne servirent d'abord qu'à mieux lui faire connaître la difficulté. Ce qui était déjà quelque chose. Et tout ce travail fut parfaitement conscient. Et puis, il dut partir au service militaire. Et il n'eut plus l'occasion d'y réfléchir, sauf un jour, en traversant un boulevard, la solution de la difficulté qui m'avait arrêté m'apparut tout à coup. Et toujours, je ne cherchais pas à l'approfondir immédiatement, et ce ne fut qu'après mon service militaire que je repris la question. J'avais tous les éléments, je n'avais qu'à les rassembler, à les ordonner. Je rédigeais donc mon mémoire définitif d'un trait, et sans aucune peine. Et ces exemples, il est inutile de les multiplier. Donc, c'est le caractère de ces expériences, c'est l'imprévu. Il y a un caractère d'imprévu, de certitude immédiate. Il y a bien la soudaineté, bien sûr. Soudaineté. Il y a Poincaré emploie les mots illumination subite, illumination subite. Il emploie le mot révélation. Et donc inspiration aussi est un mot qu'il a. C'est toujours une inspiration, l'espace d'un éclair. Et pour aboutir à quoi? Pour aboutir à la combinaison féconde, stable. C'est la bonne combinaison, en fait. Ce sont des expressions du texte de Poincaré. Alors, mettons quelques passages du texte de Grothendieck en regard de ces remarques. Donc, d'un point de vue qualitatif, c'est aux antipodes des illuminations subites de Poincaré. Par exemple, quelques phrases. Un travail tâtonnant, surtout en ces moments sensibles où affleure à peine perceptible quelque intuition, sans nom encore et sans visage. Ce qui n'est encore que pressenti, alors que de l'imprévu, avant d'être seulement entrevu, et encore moins vu et touché du doigt, peu à peu se décante de l'impondérable, se dégage de son manteau d'ombre et de brume pour prendre forme et chair et poids. Ou encore, c'est la partie la plus créatrice entre toutes, celle de la conception et d'une lente gestation dans les chaudes ténèbres de la matrice nourricière.
par un travail obscur et intense, invisible et sans apparence. Alors, les mots dont se sert Grothendieck, je ne vais pas multiplier les citations, mais c'est donc plutôt interroger, appréhender, déployer, se décanter, fouiller, pénétrer progressivement, bon, et surtout, on verra tout à l'heure, exprimer et nommer, bien sûr, qui sont des choses essentielles pour Grothendieck, exprimer. Alors, un point fondamental chez Grothendieck qui fait contrepoint de ceci, c'est l'importance du mûrissement. Donc, dans cette métaphore de l'accouchement et de la méiotique, Grothendieck prend effectivement à la lettre. Il prend tout aussi à la lettre l'importance qu'a la formation de l'enfant ou le fruit éventuellement bien formé, à terme. Donc je voudrais lire un passage particulièrement remarquable à ce sujet. Donc, dans le déploiement d'une vision vaste ou profonde des choses mathématiques, c'est cette pénétration progressive qui constamment précède la démonstration, qui la rend possible et lui donne son sens. Quand une situation de la plus humble à la plus vaste a été comprise dans ses aspects essentiels, la démonstration de ce qui est compris et du reste tombe comme un fruit mûr à point. Alors que la démonstration arrachée comme un fruit encore vert à l'arbre de la connaissance laisse un arrière-goût d'insatisfaction, une frustration de notre soif nullement apaisée. 2 ou 3 fois, dans ma vie de mathématicien, ai-je dû me résoudre, faute de mieux, à arracher le fruit plutôt que de le cueillir. Je ne dis pas que j'ai mal fait ou que je le regrette, mais ce que j'ai su faire de meilleur et ce que j'ai le mieux aimé, je l'ai pris de gré et non de force. Si la mathématique m'a donné joie à profusion et continue à me fasciner dans mon âge mûr, ce n'est pas par des démonstrations que j'aurais su lui arracher, mais par l'inépuisable mystère et l'harmonie parfaite que je sens en elle, toujours prête à se révéler à une main et un regard aimant. Donc maintenant j'en viens à mon thème proprement dit, la méiotique, donc l'art en mathématiques, selon Grothendieck, de faire accoucher les idées, autrement dit, les outils de la découverte, selon Grothendieck. Alors, j'en ai dénombré 3. Le premier qui est très important pour Grothendieck, c'est j'appellerais le point de vue perspectiviste, en fait. Donc, c'est ce que Grothendieck appelle le point de vue fécond, à opposer aux combinaisons fécondes de Poincaré. Grothendieck dit que plutôt en fait que la découverte de théorèmes, bien sûr, mais même de questions, de notions, d'énoncés nouveaux, c'est vers celle de points de vue féconds, me conduisant constamment à introduire et à développer peu ou prou des thèmes entièrement nouveaux que me porte mon génie particulier. À vrai dire, ces innombrables questions, notions et énoncés dont je viens de parler ne prennent pour moi un sens qu'à la lumière d'un tel point de vue. Pour mieux dire, ils en naissent spontanément avec la force de l'évidence. À la même façon qu'une lumière, même diffuse, qui surgit dans la nuit noire, semble faire naître du néant, ses contours plus ou moins flous ou nets qu'elle nous révèle soudain. Sans cette lumière qui les unit dans un faisceau commun, toutes ces questions
apparaîtrait comme un monceau hétéroclite et amorphe de gadgets mentaux, et non comme les parties d'un tout qui, pour rester peut-être invisible, se dérobant encore dans les replis de la nuit, n'en est pas moins clairement pressenti. Le point de vue fécond est celui qui nous révèle comme autant de parties vivantes d'un même tout, qui les englobe et leur donne sens, ces questions brûlantes que nul ne sentait, et ces ne sont tellement naturelles que personne n'avait songé à dégager, et ces énoncés qui semblent couler de source. Plus encore que ce qu'on appelle les théorèmes clés en mathématiques, ce sont les points de vue féconds qui sont, dans notre art, les plus puissants outils de découverte. Ou plutôt, ce ne sont pas des outils, mais ce sont les yeux même du chercheur qui, passionnément, veut connaître la nature des choses mathématiques. Ainsi, le point de vue fécond n'est autre que cet œil qui à la fois nous fait découvrir et nous fait reconnaître l'unité dans la multiplicité de ce qui est découvert. Et cette unité est véritablement la vie même et le souffle qui relie et anime ces choses multiples. Bien sûr, il est conscient que le point de vue fécond est un point de vue et donc quelque chose de parcellaire. Et donc il convient de multiplier ces points de vue, et c'est la multiplication cohérente de ces points de vue qui mène à ce que Grothendieck appelle d'abord une grande idée et puis en fait une vision. Donc, vision s'oppose plutôt à révélation, à illumination chez Grothendieck. Voilà, donc le principal outil, dit Grothendieck lui-même, de découverte, c'est le point de vue fécond. Second outil très, très important, c'est un outil, en quoi consiste l'acte de découverte lui-même, c'est essentiellement exprimer. Donc, une grande page de Grothendieck. La structure d'une chose n'est nullement une chose que nous puissions inventer, c'est ce que je dis, mais seulement découvrir. Ces choses ne nous ont nullement attendues pour être, et pour être exactement ce qu'elles sont. Mais c'est pour exprimer le plus fidèlement que nous le pouvons ces choses que nous sommes en train de découvrir et de sonder, et cette structure réticente à se livrer, que nous essayons à tâtons et par un langage encore balbutiant peut-être à cerner. Ainsi sommes-nous amenés à constamment inventer le langage apte à exprimer de plus en plus finement la structure intime de la chose mathématique et à construire à l'aide de ce langage, au fur et à mesure et de toutes pièces, les théories qui sont censées rendre compte de ce qui a été appréhendé et vu. Il y a un mouvement de va-et-vient continuel, ininterrompu, entre l'appréhension des choses et l'expression de ce qui est appréhendé, par un langage qui s'affine et se recrée au fil du travail, sous la constante pression du besoin immédiat. Et non seulement exprimer, mais plus particulièrement nommer était une des grandes passions de Grothendieck. Il a écrit, par exemple, ce fameux passage, quand les choses elles-mêmes nous soufflent quelle est leur nature cachée et par quels moyens nous pouvons le plus délicatement et le plus fidèlement l'exprimer, alors que pourtant beaucoup de faits essentiels semblent hors de la portée immédiate d'une démonstration, le simple instinct nous dit d'écrire simplement noir sur blanc ce que les choses nous soufflent avec insistance, et d'autant plus clairement que nous prenons la peine d'écrire sous leur dictée. Point n'est besoin de se soucier de démonstration ou de construction complète, celle de la naissance s'encombrer de telles exigences, dit-il entre parenthèses, à ce stade-là du travail, reviendrait à s'interdire l'accès de l'étape la plus délicate, la plus essentielle d'un travail de découverte de vaste envergure, celle de la naissance d'une vision, prenant forme et substance hors d'un apparent néant.
le simple fait d'écrire, de nommer, de décrire, a un pouvoir créateur. C'est là l'instrument entre tous de la passion de connaître quand celle-ci s'investit en des choses que l'intellect peut appréhender. Dans la démarche de la découverte en ces choses-là, ce travail en est l'étape créatrice entre toutes qui toujours précède la démonstration et nous en donne les moyens. Ou pour mieux dire, sans laquelle la question de démontrer quelque chose ne se pose même pas avant que rien encore de ce qui touche l'essentiel n'aurait été formulé et vu. Par la seule vertu d'un effort de formulation, ce qui était informe prend forme et se prête à l'examen, faisant se décanter ce qui est visiblement faux de ce qui est possible, et de cela surtout qui s'accorde si parfaitement avec l'ensemble des choses connues ou devinées, qu'il devient à son tour un élément tangible et fiable de la vision en train de naître. Celle-ci s'enrichit et se précise au fil du travail de formulation. Donc, exprimer, nommer, et il y a un troisième outil fondamental que donne Grothendieck, qui est une sorte de... c'est l'aspect expérimental chez lui. Pas beaucoup d'aspects expérimentaux, mais il y en a un. C'est l'affirmation, en fait. L'affirmation, coup de sonde. Donc il interroge, mais sa question préfère la donner sous forme d'une affirmation provisoire. Souvent la question prend la forme d'une affirmation. Une affirmation qui en vérité est un coup de sonde. J'y crois plus ou moins à mon affirmation. Ça dépend bien sûr du point où j'en suis dans la compréhension des choses que je suis en train de regarder. Souvent, surtout au début de nos recherches, l'affirmation est carrément fausse. Encore fallait-il la faire pour pouvoir s'en convaincre. Souvent, il suffisait de l'écrire pour que ça saute aux yeux que c'est faux. Alors qu'avant de l'écrire, il y avait un flou, comme un malaise, au lieu de cette évidence. Plus souvent encore, l'affirmation prise au pied de la lettre s'avère fausse, mais l'intuition qui, maladroitement encore, a essayé de s'exprimer à travers elle, est juste, tout en restant floue. Cette intuition, peu à peu, va se décanter d'une gangue tout aussi informe d'abord, d'idées fausses ou inadéquates. Elle va sortir peu à peu des limbes de l'incompris, qui ne demande qu'à être compris, de l'inconnu, qui ne demande qu'à se laisser connaître, pour prendre une forme qui n'est qu'à elle, affiner et aviver ses contours, au fur et à mesure que les questions que je pose à ces choses devant moi se font plus précises ou plus pertinentes pour les cerner de plus en plus près. Donc les coups de sonde répétés. Et ensuite, c'est le travail, c'est ce que Grothendieck appelle le travail sur pièce. Le travail du mathématicien, le travail quotidien du mathématicien, dont il parle assez peu finalement dans l'école des Sommeils, bien qu'il y ait investi un temps considérable, et qu'il décrit comme un travail minutieux de façonnage, d'assemblage et de rodage. Donc on l'a déjà vu, voici au moins un point qui unit Poincaré et Grothendieck, c'est qu'il s'agisse de l'invention de l'illumination subite ou de la découverte du mûrissement, la preuve a un rôle subordonné, secondaire. Chez Poincaré, il y a cette phrase que j'ai lue, je ne fis pas la vérification, je n'en aurais pas eu le temps, mais j'en eus tout de suite une entière certitude. Et chez Grothendieck, il y a des passages tout à fait semblables. Quand il parle justement des bons énoncés, il a d'une part les bonnes notions, d'autre part les bons résultats, les théorèmes, les bons énoncés, sans démonstration encore, mais bien souvent, notions et énoncés s'agencent de manière si parfaite qu'il ne peut y avoir aucun doute dans mon esprit qu'ils ne soient corrects, à des retouches près, tout au plus. Et souvent alors, quand il ne s'agit d'un travail de pièce destiné à publication, donc quand il ne s'agit pas d'un travail sur pièce, je me dispense d'aller plus loin et de prendre le temps de mettre au point une démonstration qui, bien souvent,
ne peut plus guère être qu'une question de métier, entre guillemets, pour ne pas dire de routine. Les choses qui sollicitent l'attention sont innombrables et il est impossible de suivre jusqu'au bout l'appel de chacune. Ou encore ceci. Oui, encore plus radical. On peut se demander, il est vrai, quel est le sens de... Enfin, une fois qu'on a eu qu'on est parvenu à ce... Quand le fruit est tombé, le fruit mûr est tombé, le sens d'une preuve, en tout cas la preuve est secondaire, car la meilleure preuve du monde est impuissante à communiquer une vision, et encore moins une vision du monde, mathématique. Une autre chose qui oppose, dans le cadre de la méiotique, Poincaré et Grothendieck, c'est la question de la difficulté ou de la facilité. Donc, et plutôt la répartition de ces deux aspects du travail mathématique chez l'un ou chez l'autre. Donc on a vu chez Poincaré, Poincaré se mettre à sa table de travail tous les jours, sécher, ne pas regretter de sécher. Et ça peut durer longtemps, et puis quand il a trop séché, il est dégoûté, il pense à autre chose. Et puis apparaît l'illumination, dans un contexte parfois tout à fait différent. Et alors à partir de cette illumination, tout se déclenche extrêmement vite, et il rédige avec une facilité incroyable. Alors chez Grothendieck, c'est complètement différent. Il y a cette phrase définitive. Il est inutile de sécher. C'est ce qu'il a découvert quand il était étudiant. Il dit qu'il a gardé ce point de vue toute sa vie. Et il y a des considérations sur la facilité aussi, tout aussi étonnantes. Donc, je vais dire quelques-unes. Le piège du travail intellectuel, dans le cadre de la découverte mathématique, c'est qu'il est si incroyablement facile. On tire, et ça vient toujours. Il n'y a qu'à tirer. C'est à peine que parfois on a le sentiment d'un effort, d'un frottement, signe que ça résiste tant soit peu. Je me rappelle pourtant du temps de mes jeunes années, d'un sentiment persistant de pesanteur qu'il me fallait surmonter par un effort obstiné. Et cela correspondait à une période de ma vie où je travaillais avec un outillage insuffisant, voire inadéquat. Et à partir des années 55, donc assez tôt, j'ai eu l'impression souvent de voler, de faire les maths en me jouant, sans aucune sensation d'effort, tout comme tel de mes aînés que j'avais tant envié naguère pour une telle facilité quasi miraculeuse. Aujourd'hui, il m'apparaît qu'une telle facilité n'est pas le privilège de quelques dons exceptionnels, comme j'en ai rencontré chez certains, et qu'elle apparaît d'elle-même comme le fruit de l'union d'un intérêt passionné pour telle matière, comme la mathématique, disons, et d'une plus ou moins longue familiarité avec celle-ci. Toujours est-il que plus ça va, plus j'ai cette impression de facilité quand je fais des maths. Que les choses me demandent qu'à se révéler à nous, pour peu seulement qu'on prenne la peine de regarder, de les scruter tant soit peu. Ce n'est pas une question de virtuosité technique. Il est bien clair que de ce point de vue, je suis beaucoup moins en bonne condition qu'en 1970. Et depuis, j'ai l'occasion surtout de désapprendre ce que j'avais appris. Donc, l'aisance dont je parle n'est pas celle qui se propose et permet d'atteindre tel but fixé à l'avance. C'est le point. Vous êtes à Poincaré qui a un problème, qui cherche une solution.
Le point n'est pas d'atteindre tel but fixé à l'avance, prouver telle conjecture ou lui donner un contre-exemple. C'est celle plutôt qui permet de s'élancer dans l'inconnu, dans telle direction, dont un obscur instinct nous dit qu'elle est féconde, avec l'intime assurance qui jamais ne sera démentie que chaque jour et chaque heure de notre voyage ne peut manquer de nous apporter sa moisson de connaissances nouvelles. Quelle connaissance au juste nous réserve le lendemain? Nous le pressentons, certes, et c'est ce pressentiment constamment pris de court et ce suspense avec lequel il fait corps, pressentiment, suspense par opposition à imprévu, qui constamment nous lance de l'avant, alors que ces choses elles-mêmes que nous fouillons paraissent nous attirer en elles. Dans ce jeu de la découverte des choses, la direction que nous suivons à chaque moment nous est connue, alors que le but est oublié, à supposer que nous serons partis d'un but que nous proposions d'atteindre. Ce but, en fait, a été un point de départ. Peut-être le produit d'une ambition ou d'une ignorance. Il a joué son rôle, de fixer une direction initiale, de déclencher un jeu. Donc il part de la... Bon. C'est assez amusant qu'il parle justement de ce à quoi il ne se frotterait pas, la conjecture de Poincaré, par exemple. Si 2 fois Poincaré, en dehors des notions techniques, dualité Poincaré, etc., c'est la conjecture. Et nous verrons plus tard, il critique Poincaré. Donc, il est inutile de sécher. Alors, j'aborde maintenant un autre point, ça va aller un petit peu plus vite, qui est essentiel à la fois chez Poincaré et chez Grothendieck, c'est eh bien l'inconscient. L'inconscient chez Poincaré, voilà comment il est introduit. À propos de ces illuminations subites, après un dégoût, après une période d'oubli, etc., qu'est-ce que c'est que ces illuminations subites? Eh bien, ce qui frappe tout d'abord, dit Poincaré, c'est que ces apparences d'illumination subite sont les signes manifestes d'un long travail inconscient antérieur. Le rôle de ce travail inconscient dans l'invention mathématique me paraît incontestable. Souvent, quand on travaille une question difficile, on ne fait rien de bon la première fois. Pendant la première demi-heure, on continue à ne rien trouver, et puis tout à coup, l'idée décisive se présente à l'esprit. On pourrait dire que le travail conscient a été plus fructueux parce qu'il a été interrompu et que le repos a rendu à l'esprit sa force et sa fraîcheur. Mais il est plus probable, dit-il, que ce repos a été rempli, en fait, par un travail inconscient. Donc le travail conscient, en fait, préliminaire, a joué le rôle d'un déclenchement, comme un aiguillon, qui aurait excité les résultats déjà acquis pendant le repos. Il y a une autre remarque à faire à propos de ce travail inconscient, c'est qu'il n'est possible, en tout cas qu'il n'est fécond, que s'il est d'une part précédé et d'autre part suivi d'une période de travail conscient. Jamais les inspirations subites ne se produisent qu'après quelques jours d'efforts volontaires, qui ont paru absolument infructueux et où il semble qu'on a fait totalement fausse route. Mais ces efforts n'ont pas été aussi stériles qu'on le pense, ils ont mis en branle la machine inconsciente. Sans eux, elle n'aurait pas marché et n'aurait rien produit. Alors, il parle de ce sentiment de certitude absolue qui arrive tout d'un coup, qui accompagne l'inspiration, et s'étonne de ce que ce sentiment arrive juste après le travail inconscient.
fait remarquer que toutes ces règles de logique ou de raisonnement ou de calcul compliqués qui doivent guider ces choix de combinaisons sont extrêmement fines et délicates, qu'il est à peu près impossible de les énoncer dans un langage précis, qu'elles se sentent plutôt qu'elles ne se formulent. Comment, dans ces conditions, imaginer un crible capable de les appliquer mécaniquement si, comme apparemment on le pensait à son époque, c'est Poincaré qui relève, l'inconscient, donc, qui est un inconscient type cognitif, bien sûr, était considéré comme quelque chose d'automatique. Alors, il cite une première hypothèse, qui est l'hypothèse de son ami Boutroux, et qui était apparemment marginale à cette époque, c'est que, en fait, l'inconscient est supérieur au conscient. Il s'agit toujours d'un inconscient, pas de type freudien, un inconscient cognitif, mais disons que les capacités intellectuelles obscures, inconscientes, sont objectivement supérieures. Ça, c'était l'opinion de Boutroux. Poincaré n'y croit pas. Et il a donc la thèse de Poincaré, qui est l'objet principal de cet article, c'est la suivante, c'est donc d'essayer d'expliquer le rôle exact de l'inconscient, du travail inconscient dans le travail de l'invention mathématique. Donc il s'agit toujours de ces combinaisons, d'êtres mathématiques ou d'idées mathématiques que le chercheur cherche à frotter volontairement, à changer, ce jeu de combinaisons qui ne marche pas pendant une première période, donc conscient, de travail conscient, et ce jeu qui est abandonné, mais qui continue de manière inconsciente. Alors, donc il y a toutes ces combinaisons stériles qui se présentaient même lors du premier travail conscient et qui ne se présentent plus du tout lors de l'illumination, bien sûr. Que sont devenues ces combinaisons stériles et quelle est la nature de ce crible? Eh bien, la réponse de Poincaré, donc il demande quelle est la cause qui fait que parmi les 1000 produits de notre activité inconsciente, il y en a qui sont appelés à franchir le seuil, tandis que d'autres restent en deçà. Est-ce un simple hasard qui leur confère ce privilège? Évidemment non. Parmi toutes les excitations de nos sens, les plus intenses, seules retiendront notre attention, à moins que cette attention n'ait été attirée sur elles par d'autres causes. Plus généralement, les phénomènes inconscients privilégiés, ceux qui sont susceptibles de devenir conscients, sont ceux qui, directement ou indirectement, affectent le plus profondément notre sensibilité. On peut s'étonner de voir invoquer la sensibilité à propos de démonstrations mathématiques, qui, semble-t-il, ne peuvent intéresser que l'intelligence. Ce serait oublier le sentiment de la beauté mathématique, de l'harmonie des nombres et des formes, de l'élégance géométrique. C'est un vrai sentiment esthétique que tous les vrais mathématiciens connaissent. C'est bien là de la sensibilité. Et quels sont les êtres mathématiques auxquels nous attribuons ce caractère de beauté et d'élégance et qui sont susceptibles de développer en nous une sorte d'émotion esthétique? Ce sont ceux qui sont harmonieusement disposés, etc. Il précise sa notion d'harmonie en mathématiques. Et sa conclusion, c'est que donc, premièrement, ce que le tri, c'est cette sensibilité esthétique spéciale qui joue le rôle du crible délicat qui fait que les combinaisons fécondes passent le seuil du conscient. Et deuxièmement, c'est une adéquation extraordinaire, dit-il, les combinaisons utiles, ce sont précisément les plus belles. Je veux dire celles qui peuvent le mieux charmer cette sensibilité spéciale que tous les mathématiciens connaissent. Et donc, c'est l'inconscient, en fait, des mathématiciens.
Et il se lance dans une grande comparaison avec les atomes crochus d'Épicure, toutes ces combinaisons, ces idées mathématiques. Il n'est pas très fidèle à Épicure, c'est pas vraiment un kinamène, donc ça fait plutôt penser à la cinétique des gaz. Toujours est-il que, selon lui, la bonne combinaison atteint le seuil du conscient parce qu'elle résonne, elle fait résonner les cordes de la sensibilité inconsciente du chercheur. C'est la thèse de Poincaré. Alors, bien sûr, il justifie la possibilité d'une erreur à partir de cette thèse, disant que les vraies erreurs des mathématiciens sont des erreurs qui sont presque aussi belles que des vérités. Et en fait, il y a derrière une intuition qui est une vérité. Donc, il revient un petit peu à ce que disait, il dit un peu la même chose que Grothendieck, finalement. Alors, je vais peut-être dépasser un petit peu d'un quart d'heure, ou peut-être ça va. Donc, pour Grothendieck, l'inconscient, c'est tout à fait différent. C'est un inconscient de type nettement psychanalytique. Grothendieck fait des références, ne cite pas, mais il fait des références à Jung. Et donc, chez Grothendieck, il y a des pages et des pages sur le désir, sur la pulsion, sur les tabous, le rêve, etc. Donc, voyons, sur le désir notamment. Au niveau de nos facultés intellectuelles, connaître une chose, c'est avant tout la comprendre, et dans un travail de découverte qui se place dans ce registre-là de nos facultés, l'élan de connaissance qui anime l'enfant en nous est le désir de comprendre. C'est peut-être là la principale différence qui distingue la pulsion de connaissance intellectuelle de sa sœur aînée, la pulsion amoureuse. Ce désir de comprendre préexiste à toute méthode, scientifique ou autre. Celle-ci est un outil façonné par le désir pour servir à ses fins, pénétrer l'inconnu, accessible à la raison, aux fins de comprendre. La connaissance naît du désir de connaître, donc du désir de comprendre lorsque c'est la raison qui veut connaître. La méthode, instrument du désir, est par elle-même impuissante à enfanter une connaissance. Pas plus que les forceps du médecin, ni même les mains expertes d'une sage-femme, n'enfantent. Mais parfois, ils assistent utilement à la naissance du nouveau-né, quand le temps est mûr et qu'ils savent venir à point. Alors, donc il y a, dans ce texte de Grothendieck, il y a un renversement assez intéressant qu'il interprète un petit peu après, dans le cadre du yin et du yang, du féminin, du masculin. Donc ce qu'il vient de dire, et sur la pénétration, etc., bien sûr, il en fait quelque chose de... Bon, le yin et le yang, pour Grothendieck, c'est ce qui nourrit contre ce qui pénètre. Et pour lui, il commence par faire toute une analyse du chercheur, du découvreur en mathématiques, notamment comme celui qui pénètre, une réalité obscure. Mais après, il se rend compte que ça ne reflète que très improprement sa vision des mathématiques, et en fait, que ce qui est plus essentiel que la pénétration, même progressive, etc., où l'engendrement, c'est ce qui nourrit, et donc c'est cette partie de nourricière, donc dans cette citation que je faisais tout à l'heure, cette nécessité du mûrissement qui est le plus important. Donc il y a la dualité, engendrement, conception, accouchement. Et donc la maïotique, c'est cet art d'aider à l'accouchement, ces forceps, les trois forceps dont j'ai parlé tout à l'heure. Peut-être encore une petite citation à ce propos, si je la trouve. Oui, enfin, j'ai parlé. Donc, il y a aussi la question du... Bon, je peux abréger. La question du rêve et du tabou. Alors, c'est une question... c'est
c'est essentiel, c'est Grothendieck, parce que ça donne la solution à la question qu'il a posée dans l'Incipit. Quelle est la source profonde de la découverte mathématique? Grothendieck a une réponse très nette. Donc, sa réponse, c'est le rêve, en fait. Et donc, il y a le rêve et le tabou sur le rêve, en fait. L'interdit qui frappe le rêve mathématique, et à travers lui, tout ce qui ne se présente pas sous les aspects habituels du produit fini, prêt à la consommation. Je sais bien aussi que la source profonde de la découverte, tout comme la démarche de la découverte dans tous ses aspects essentiels, est la même en mathématiques qu'en toute autre région ou chose de l'univers de notre corps et de notre esprit que notre corps et notre esprit peuvent connaître. Bannir le rêve, c'est bannir la source, la condamner à une existence occulte. Alors il y a ce thème de l'harmonie. Alors j'ai déjà cité les passages, c'est Poincaré, mais donc surtout ce passage, les combinaisons utiles, ce sont précisément les plus belles. Mais et ce crible délicat qui est en fait la qualité essentielle du chercheur pour Poincaré, cette sensibilité délicate, l'harmonie mathématique. Grothendieck ne dit pas autre chose. Enfin, la sensibilité délicate à la beauté est une expression aussi de Grothendieck, c'est quasiment les mêmes mots que chez Poincaré. Grothendieck insiste énormément sur l'émerveillement, tout comme Platon. Mais chez Grothendieck, la beauté et l'harmonie sont une sorte d'a posteriori. Alors que chez Poincaré, c'est là, comme on l'a vu, c'est la nature même du processus inconscient de découverte. Par exemple, il dit « La belle maison est celle qui reflète fidèlement la structure et la beauté cachée des choses. » Il y a, donc je ne vais pas m'étendre sur ce point. Il y a un aspect un peu plus étrange et intéressant, c'est l'aspect de la transgression, en fait. Il apparaît un peu en filigrane chez Poincaré que, à propos de ces combinaisons diverses et disparates, ce qu'il disait au début, que ce sont souvent les combinaisons les plus disparates qui sont les plus fécondes. Mais le point est que dans l'activité consciente du chercheur, souvent assez routinière, ce type de combinaison disparate n'est pas imaginé, n'est pas cherché. Et donc il faut une sorte de transgression contre la routine de la pensée qui ne peut se faire souvent, selon Poincaré, que dans l'inconscient. Donc la transgression est essentielle, mais est plutôt du domaine de l'inconscient chez Poincaré. Alors que chez Grothendieck, c'est tout à fait le contraire. La transgression est revendiquée, tant en ce qui concerne une lignée des mathématiciens qui transgressent les frontières. Sa lignée est très courte. C'est Galois, Riemann, Hilbert, Leray et lui. Donc, ce sont... que dit-il ? Bon, on ne trouvera peut-être pas le passage, mais... Deux portraits de mathématiciens selon Grothendieck. Le mathématicien casanier, qui se contente d'entretenir et d'embellir un héritage, et celui du bâtisseur pionnier, qui ne peut s'empêcher de franchir sans cesse les cercles invisibles et impérieux qui délimitent un univers. On peut les appeler
d'un nom un peu à l'emporte-pièce, les conservateurs et les novateurs, et l'un et l'autre ont leur raison d'être et leur rôle à jouer dans une même aventure collective qui se poursuit au cours des générations. Pas d'antagonisme. Ils sont différents, ils se complètent mutuellement, comme se complètent la pâte et le levain. Alors, bon, peut-être brièvement conclure. Pourquoi une telle différence pourquoi de telles différences entre ces textes, enfin, ce point de vue de Grothendieck et de Poincaré, qui tous les deux parlent de l'invention ou de la découverte, mais finalement ils parlent de la naissance des idées mathématiques et de l'art de les faire accoucher. Alors d'abord, je pense que l'un comme l'autre mettent en avant des aspects franchement extrêmes. Je pense qu'il n'est pas vrai que toutes les découvertes de Poincaré étaient toujours le résultat d'une illumination subite. Un cas extrême, mais un cas typique. De même, Grothendieck parle très peu de ce qu'il appelle, en passant très vite, son travail sur pièce. Mais c'était l'essentiel de son temps, était passé à écrire des énormes volumes. Donc, il braque l'un comme l'autre le projecteur sur deux aspects très particuliers, très pointus et complètement antagonistes. Mais d'autre part, il y a quand même des différences de conception fondamentale. Alors, on peut même, dans la naissance même des idées, enfin si on fait le parallèle avec les vieilles théories de formation de l'embryon, on pourrait presque dire que Poincaré est plutôt en faveur de l'épigénèse et Grothendieck de la préformation. Il n'y a plus qu'à attirer des embryons qui seraient inclus les uns dans les autres. Bon, il faut dire qu'il y a, entre le texte de Poincaré et le texte de Grothendieck, il y a 75 ans, et entre les deux, il y a Bourbaki, il y a le structuralisme, et donc il y a aussi l'axe d'intérêt pour les structures qui est beaucoup plus qui s'est imposé. Et Grothendieck le reconnaît explicitement. Donc il dit la chose suivante. Il dit que ces deux traits les caractères les plus marqués de son travail sont d'une part le général, d'autre part l'unité. Donc découvrir cette unité au-delà des diversités d'une richesse souvent déroutante, reconnaître les traits communs, aller jusqu'à la racine des analogies et ressemblances pour découvrir la parenté profonde, telle a été ma passion, ma vie durant. Les différences mêmes, expression d'une diversité illimitée et insaisissable, ont fini par apparaître comme les branches et les rameaux, se ramifiant à l'infini, d'un même arbre à la vaste ramure, où chacune, et chaque branche, et chaque rameau, me montre le chemin vers le tronc qui leur est commun. D'instinct et par nature, mon cheminement a été celui de l'eau qui toujours tente à descendre. Le cheminement vers le tronc, vers les racines. Et si j'ai aimé m'attarder en chemin, c'était rarement au fait, accent circonflexe, pour y explorer feuilles et délicates brindilles, mais surtout aux grosses branches, aux troncs et aux maîtresses racines, pour connaître leur texture et sentir à travers l'écorce le flux montant de la sève nourricière. Quasiment une citation de l'arbre de la connaissance de Descartes, avec la sève mathématique, bien sûr. Alors que chez Poincaré, il s'agit... donc je pense que c'est aussi là le point principal, c'est chez Poincaré, il s'agit de problèmes, de solutions, de théorèmes, de démonstrations et de calculs. Poincaré parle beaucoup des calculs, je n'ai pas de citation. Il dit comment est-il possible de faire des calculs inconsciemment même. Il dit on ne peut pas justement. Le calcul nécessite un grand travail conscient, etc.
Et bon, moi je pense que dans le travail mathématique normal, il n'y a pas antagonisme comme on présente souvent entre calcul et raisonnement, ou entre raisonnement, formation de concepts, etc. Je pense que ces trois choses sont absolument liées. Le calcul, le raisonnement et la formation des concepts. Alors, calcul et raisonnement sont des mots qui interviennent à chaque page, quasiment, du texte de Poincaré. Formation de concepts, ce n'est pas un terme qu'emploie Grothendieck, mais on voit bien qu'il ne parle pratiquement que de ça. C'est un terme plutôt bachelardien que je me permets d'introduire ici. Et dans l'activité mathématique usuelle, je pense que ces trois choses forment quasiment un nœud borroméen. Ils sont liés l'un par l'autre. Et Grothendieck est une exception. Il semble que le calcul n'a joué quasiment aucun rôle dans son œuvre. Pour citer l'exception exactement inverse, Ramanujan, où il semble y avoir que du calcul. Chez Poincaré, probablement c'était manier les trois choses de manière parfaitement parfaite harmonie, mais il n'insiste pas dans son texte sur la formation de concepts, probablement pour des raisons de son époque. Enfin, je pense que non. La notion de concept mathématique pas très populaire, je pense, à cette époque, enfin, pas très. Mais bien sûr, la raison fondamentale, je pense, entre la différence entre ces textes, c'est bien sûr des différences de conception philosophique, mais là, je n'ai pas le temps de lancer là-dedans. Évidemment, toutes les expressions qu'emploie Poincaré, quasiment, se retrouvent, mais quasiment inversées, ou prises à contre-pied chez Grothendieck, enfin, que ce soit les êtres mathématiques, les choses mathématiques, etc. Donc on sent des différences, choses mathématiques. Enfin, Grothendieck est un réaliste pur et dur, et surtout un moniste de la découverte. Il ne singularise pas les mathématiques. Il y a beaucoup de passages où il immerge toutes ces questions de découverte, de désir de connaissance, etc., plus général, mathématique, dans une conception beaucoup plus large. C'est une conception du monde très générale. Les mathématiques ne sont pas une singularité. Tandis que pour Poincaré, il s'agit de quelque chose de bien spécifique. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Peut-être faire deux, trois commentaires. D'abord, juste pour revenir sur ce que tu dis à la fin, c'est peut-être même pas seulement une question de philosophie, je dirais presque que c'est une question de spiritualité entre eux. C'est vraiment, on sent dans tout ce que tu as dit qu'il y a une source spirituelle qui n'est pas du tout la même chez Grothendieck que chez Poincaré. Poincaré, c'est quand même un rationaliste, enfin vu dans l'histoire, je veux dire, c'est quand même un rationaliste. Je dirais pas un scientifique, mais certainement un rationaliste. Il s'insère dans un cadre d'intellectuels de son temps. Ils sont des gens plus avancés que lui, comme Borel ou d'autres, plus engagés, disons, dans ça, mais enfin, tous ils sont quand même solidaires d'une certaine vision des choses, et qui est quand même essentiellement rationaliste. Donc, c'est ce qu'il dit, l'inconscient, c'est quand même d'abord l'inconscient mathématique. Alors que Grothendieck s'inscrit quand même dans une spiritualité complètement différente. Et Grothendieck, au contraire, et c'est ce que tu disais à la fin, il ne sépare pas, il n'y a pas de coupure, il est moniste. Mais c'est pas seulement en termes philosophiques, je dirais, que je pense qu'il y a aussi plus que deux philosophies, il y a deux spiritualités qui nourrissent des philosophies, bien entendu, mais c'est ça peut-être qui les distingue le plus profondément. Et donc la découverte, je veux dire, tu as dit l'écoute des choses, l'écoute de l'univers, c'est particulièrement net, et ensuite dans des écrits qui seront
plus récents et à caractère moins scientifique ou moins épistémologique, il parle de cette manière d'écouter, justement, pour l'au-delà, disons, l'au-delà, pour pas le nommer trop précisément. Alors qu'on a l'impression que chez Poincaré, la notion d'au-delà, qu'elle soit prise dans un sens littéral ou simplement imagée, elle est beaucoup moins importante. Et ce qui est amusant, c'est que tous les deux sont anciens quand même. Poincaré y a passé toute sa jeunesse, Grothendieck a passé quand même une partie importante de sa jeunesse. Donc il y a un esprit de la ville, je dirais, qui est l'esprit de la ville, certainement. C'est presque ma ville natale, c'est pour ça que j'en parle. Mais je veux dire, or, ils ont perçu les choses de manière très, très, très différente. Donc, je pense que il ne faut pas seulement parler de philosophie, il faut penser un tout petit peu. Et, bon, c'est pas très, très différent de ce que je disais. Bon, alors, d'autre part, pour bannir le rêve, bon, alors là, bannir le rêve, c'est vraiment là aussi un des points forts de la réflexion spirituelle de Grothendieck, le rêve. Mais tu as raison aussi de dire qu'il y a deux inconscients différents. Il y a deux inconscients différents, et tu dis, bon, il y a eu ce débat, c'est tous ces débats mathématiques, Hilbert, le bourbakisme, le structuralisme, mais il y a aussi deux manières de concevoir l'inconscient, tu l'as dit toi-même. Il y en a une qui est quand même au bout trop, qui est dans un cadre, c'est de l'inconscient rationaliste quand même, c'est l'inconscient de la raison. Or, celui de Grothendieck, c'est celui de Freud, évidemment. Et de Jung, plutôt. Jung, je dirais que, en fait, dans la glose d'Adamar, il revient même un petit peu en arrière. Il cite Möbius. Möbius, qui était pas le mathématicien Möbius, mais je crois son neveu ou son petit-neveu, qui est en fait l'auteur de la bosse des maths. C'était un disciple de Gall. Apparemment, c'est pas Gall qui a inventé la bosse des maths. Il y a eu beaucoup de bosses chez Gall, mais c'est Möbius. Et c'était à l'époque encore après Poincaré, on parlait encore de ça. Et curieusement, mais Adamar n'y croit pas, mais apparemment, on essayait à cette époque-là de réinterpréter les choses de Poincaré à l'aide de la bosse. Donc, Poincaré était à la pointe du progrès. On compare à ça, ces choses-là. Ça vaudrait peut-être la peine de regarder plus précisément le déploiement des idées de Freud ou de Jung. Bon, Jung, c'est plus tard. On sait que Freud est déjà un peu connu. Vers Poincaré est mort en 1912. Je ne pense pas que les idées de Freud étaient déjà très développées à cette époque-là. Enfin, très connues, disons. Et Jung, c'est beaucoup plus tardif. Donc il y a ça, je crois que si tu le situes dans une perspective historique, il y a aussi ces... Mais il faut bien dire que ça s'adapte à une personnalité particulière. Je veux dire, quelqu'un, si l'histoire avait inversé les deux personnalités, Fenêtre Grothendieck en 1880 et Poincaré en 1920 ou 30, ils auraient chacun vécu une histoire qui aurait été la même, mais je veux dire, ils l'auraient perçue de la manière différente. Donc, c'est pas totalement, on peut jamais réduire, je pense, simplement à un développement historique, mais c'est important de le mentionner. Alors, aussi pour inutile de sécher et illumination, c'est intéressant de comparer ce que Laurent Schwartz dit à ce sujet. Et si on prend ses mémoires, il parle à plusieurs reprises, et justement lui, Laurent Schwartz, qui est pourtant le maître immédiat de Grothendieck, dans sa première période mathématique, il insiste beaucoup sur l'idée qu'il séchait, qu'il se trouvait en face de difficultés, et puis lui aussi, il a eu sa nuit magique, la nuit de l'illumination des distributions. Donc, il se situerait, je pense, beaucoup plus proche, de manière beaucoup plus proche de Poincaré. Et donc, ça prouve aussi que c'est pas seulement la place dans la niche historique qui gouverne ces choses-là, parce que Schwartz... Mais Grothendieck, quand il dit qu'il a découvert qu'il était totalement inutile de sécher, c'était à l'époque quand il était élève de Schwartz. Oui, c'était avec Schwartz qu'il a découvert. C'est pas tout à fait par hasard qu'il l'a dit. Bon, peut-être c'est la parole à des remarques de la salle, si quelqu'un veut faire un commentaire, vous poser une question. Est-ce qu'on peut dire que
peut dire que Grothendieck ne s'intéressait pas tellement aux résultats qu'aux théories dont les résultats étaient conséquences. C'est pour ça que pour lui, il ne fallait pas sécher sur une démonstration de résultats difficiles, mais il fallait construire la théorie générale qui était derrière ce résultat-là. Oui, tout à fait. Enfin, c'est ce que dans le texte cité à la fin, il dit explicitement qu'il s'intéressait de moins en moins d'ailleurs le résultat, le mot résultat, apparemment, il ne fait quasiment pas partie de son vocabulaire. En tout cas, théorème, si, théorème bien sûr, mais théorème, il les compare à des brindilles qui ne s'intéressent pas de monter très haut dans l'arbre. Effectivement. Et non, tout à fait. L'idée de ça ne sert à rien de sécher parce que je peux éventuellement retrouver je ne sais pas si je pourrais retrouver le passage, mais c'est cette idée qu'il a eue déjà très jeune, en fait, qu'il faut laisser ce sont les choses qui doivent se révéler elles-mêmes. C'est une constante, ça, dans son œuvre, et donc, si ça résiste, c'est que, bon, et il y a tellement, il sent tellement d'appel que ça n'a aucun intérêt pour lui que de s'acharner sur une pierre, alors qu'il y a des terrains extrêmement fertiles partout autour. Ça, c'est certainement, oui. Ceci dit, comme il le rappelle de temps en temps, quand même, il a écrit des centaines, voire des milliers de théorèmes. Il aime bien rappeler de temps en temps que c'est une activité qu'il pratiquait autant ou plus qu'un autre. Oui, je voulais citer dans l'œuvre mathématique deux illustrations de ça. Bon, il y a premièrement le théorème de Riemann-Roch-Grothendieck. Or, si la version qui est imprimée n'est pas de sa plume, mais de Serre et Borel, c'est pas tout à fait par hasard. Bon, il y a peut-être des conditions un peu particulières, mais le fond, c'est que Grothendieck a souvent dit qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il avait fait là, parce qu'à un moment donné, il y a un truc, une astuce. Le truc, l'astuce, c'est de faire un éclatement de solarité. Bon, tous ceux qui ont une perspective de géométrie algébrique aujourd'hui savent que c'est pas un truc. Mais pour lui, à l'époque, qui était peut-être pas encore assez versé dans la géométrie classique, un éclatement, ça paraissait comme un truc, un deus ex machina, et il n'en voulait pas. Et donc, je pense que s'il a abandonné la publication, ça a quand même été son premier, en géométrie, c'était son premier grand succès, et s'il a abandonné la publication à Serre et Borel, c'est, je pense, en partie parce qu'il n'en était pas satisfait. D'ailleurs, il reviendra plus tard, il essaye, d'abord, il y a le GA6 où il revient sur Riemann-Roch, où il essaye de dire que c'était ça. Et assez typiquement, je me souviens que quand Borel, Serre et quelques collaborateurs, dont André Ottier et moi-même, nous avions travaillé ça tous ensemble dans un séminaire, Grothendieck, dans les notes que Grothendieck avait envoyées, il y avait un gros développement sur les bases de la K-théorie, les opérations psi, etc. Enfin, pas encore psi, mais enfin la K-théorie. Et je me souviens que la réaction quasi unanime des participants à ce groupe de travail mené par Serre et Borel, ça avait été « allons au fait ». Allons au fait. Et d'ailleurs, si on compare à GA6, il y a toute une partie qui était en fait les notes pratiquement textuellement, les notes que Grothendieck nous avait envoyées sur les lambda anneaux et tout ça. Et à l'époque, on s'était dit, allons à l'essentiel, et on l'avait laissé tomber. Et il l'a ressorti plus tard. C'est assez typique d'un comportement, je dirais, d'un comportement. Un autre épisode illustratif de cette méthode de Grothendieck. Donc, au fond, la démonstration n'intéressait pas s'il y avait un caractère un peu artificiel, une belle combinaison, une bonne combinaison. C'est son dernier travail d'analyse fonctionnelle, celui qui avait été publié dans Summa Brasiliensis, esquisse d'une théorie métrique des espaces de Banach. Or, là, il y a, même s'il ne parle pas encore de foncteurs, il y a une très extraordinaire construction de fonctoriels sur de divers foncteurs qu'on peut construire sur les diverses catégories d'espaces de Banach. Il y a en fait la caractérisation des injectifs, des projectifs, etc. Donc un esprit extrêmement catégorique. Et à la fin, il y a un théorème qui
éclectique et qui dit que deux foncteurs sont équivalents. Or, je crois être celui qui a essayé de décoder ça en formulant l'inégalité de Grothendieck sur les matrices et en donnant une démonstration, parce que toute la construction de Grothendieck était magnifique, mais elle ne donnait pas à proprement parler une démonstration. Bon, en me fiant, je n'ai guère fait que me fier à ces indications pour construire une démonstration, et peut-être, comme je connais, les fonctions spéciales ne me rebutaient pas, un petit coup de fonction de Bessel ou de transformer de la place n'était pas, de fonction de Bessel n'était pas du tout à me rebuter, et j'ai donné la démonstration, la première démonstration imprimée, disons, sinon complète, je n'ai pas dit qu'il ne l'a pas démontré, mais enfin une démonstration imprimée. Or, je sais que Grothendieck a renié absolument ça. Il m'a dit que c'était ce que j'avais fait là, c'était sans intérêt. Or, c'était indigne. Or, je ne vais pas revendiquer trop la lignée, mais enfin, je veux dire, ce qui a été fait ensuite dans cette direction-là, c'est justement en s'appuyant sur ce type d'inégalité. Et c'est ça qui a été conçu comme la constante de Grothendieck, les inégalités de Grothendieck sur les matrices. C'est ça qui ensuite a été conçu comme le point central de ces développements qui ne sont pas encore terminés. Qui ne sont pas encore terminés, loin de là, qui sont encore féconds. Mais Grothendieck, point de vue fécond, je veux dire, il avait une vision tellement globale des choses que pour lui, c'était que quelque chose de... À la fois, ses conséquences lui apparaissaient comme mineures, et d'autre part, il n'éprouvait même pas le besoin d'expliciter tout et d'aller jusqu'à une démonstration complète. En fait, d'ailleurs, c'est très typique. Cet article s'appelle Esquisse de. Enfin, dans le titre, il y a le mot esquisse, et il dit bien lui-même, ou résumé, et il dit bien lui-même que ce n'est que le schéma d'une théorie qui demanderait beaucoup de pages à être développée. Et effectivement, s'il avait continué dans cette direction, on aurait eu un SGA 3 bis où tout aurait été un flot continu. Donc, je pense que c'est pas seulement l'opinion que Grothendieck avait de lui-même et la manière dont il voit son travail postérieurement, mais on peut trouver dans son travail un certain nombre, ça n'empêche pas qu'il a démontré évidemment un certain nombre de théorèmes et des choses assez techniques, mais je veux dire que dès le début, c'était sa manière de voir les choses. Je ne crois pas qu'il y ait eu une conversion dans sa manière de voir les choses. Non, souvent, on oppose sa première phase, l'analyse fonctionnelle, ensuite, ce n'est pas une opposition. Non, mais d'un autre côté, il ne faudrait pas croire qu'il ne faudrait pas identifier le mathématicien Grothendieck à ce qu'il dit là. Quoi. Ah non, il a fait toute autre chose. Oui, Et de même pour Poincaré. Non, bien sûr. Pour Poincaré. Il y a d'autres commentaires. Oui, vous avez dit que Grothendieck critiquait Poincaré. Ah oui. Est-ce que vous pourriez expliciter une ou deux critiques? Oui. Alors justement, justement à propos de ces... Il dit que souvent en mathématiques, dans la conception classique, ce qu'on considère comme les vraies mathématiques, c'est précisément les théorèmes, ce que lui considère comme des brindilles, des choses plutôt mineures, enfin des choses qui découlent, des choses beaucoup plus fondamentales, et que le reste, ce n'est pas vraiment des mathématiques. Alors il dit, mais c'est pas nouveau ça, probablement on a toujours dit ça, c'est pas des maths, ça, etc., depuis le théorème de Pythagore. Alors il cite Poincaré même, qui n'était pas le premier venu, arrivait à prouver par un A plus B philosophique bien senti que les ensembles infinis, c'était pas des maths. Sûrement, il y a dû avoir un temps où les triangles et les carrés, c'était pas des maths. C'était des dessins que les gosses ou les artisans potiers traçaient sur le sable. Et il enchaîne juste après, justement, sur l'interdit qui frappe le rêve mathématique. Le rêve mathématique. Quand il dit que la source profonde de la découverte, c'est le rêve. Je un petit détail. Lorsque tu dis qu'il avait une passion pour nommer les choses, je pensais que c'était... C'est lui qui le dit. Oui, Grothendieck, oui. Que c'était un détail absolument essentiel. Il y a un autre aspect, c'est qu'il avait aussi une passion d'imposer son langage à tout le monde. Quand il dit que la vérité mathématique s'impose d'elle-même, il faut l'entendre un peu différemment. C'est lui, Grothendieck, qui l'a imposé à toute la communauté. Et
Non, mais c'est... Oui, non, mais Non, mais il n'y a pas de contradiction. Donc, bon, alors, plus généralement, il y a tout ce dont il ne parle pas, ni Poincaré d'ailleurs, c'est qu'il ne travaille pas tout seul, il travaille pour des collègues, pour la postérité, ou pour... Et ça, c'est un peu la personne absente, enfin. Tout à fait. La vision, bon, c'est lui qui l'a, la vision, mais il l'impose aussi à tout. Il n'est pas question d'avoir une autre. Je crois que je suis bien placé pour savoir. De même, Poincaré n'allait jamais au séminaire, je crois. Il était Poincaré n'allait jamais au séminaire, je crois qu'il était très solitaire. Enfin, on pouvait lui parler, mais... Parce que je ne connais pas très bien les textes mathématiques de Poincaré, mais je crois qu'ils sont en général très mal écrits. Oh non, certains en tout cas. Non. Bon, d'accord. Ceux que j'ai essayés en tout cas n'avaient pas cette perfection qu'il y a chez Grothendieck, parce que quand même, quand on entre... Il n'y a pas une telle flamme, mais c'est bien écrit. Du bon français classique. C'est ce que je vais essayer d'opposer, le classique et le romantique, en deux mots. Et Grothendieck, il a une expression extraordinaire, mais une expression romantique. Et Poincaré, c'est un classique, ça c'est clair. Et à Nancy, justement, Poincaré est né à côté des grands monuments de Nancy qui sont le sommet du classicisme baroque. Donc. Mais Poincaré a quand même des pages qui ont un certain panache, quand il parle de la fin de je crois que c'est la fin de la valeur de la science, quand il parle de la pensée. C'est un éclair, mais c'est cet éclair qui est tout. C'est pris de manière très frappante. Un éclair dans une longue nuit. Cet éclair qui est tout. Non, mais il y a eu une citation tout à l'heure, justement, je ne sais plus si c'était de Poincaré ou de Grothendieck sur le rôle social. Enfin bon, je veux dire qu'on travaille dans la continuité des générations. Je crois que c'est Poincaré qui dit ça. C'est Poincaré, je crois, oui. Moi, Non, c'est Grothendieck, qu'on travaille dans la continuité des générations. Oui, il y a une petite concession de Grothendieck sur la complémentarité des casaniers et des... Ah oui, c'est ça. et des 5 transgresseurs.